Bonsoir très chers compatriotes gabonais, en vos rangs et qualités respectives, selon vos titres honorifiques et nominatifs. Vous êtes au programme de secours d'urgence, animé par David Mberakouma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de toute légitimation du pouvoir, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars politiques sans base législative. Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Vous êtes donc au programme de secours d'urgence qui a remplacé l'émission Atmosphère. Le programme de secours d'urgence est une recommandation de l'Éternel des armées, le Dieu grand fort et puissant du Gabon. Lui qui institue les princes et les autorités, lui qui établit les rois et c'est en même temps lui qui les renverse sans aucune intervention humaine. Le programme de secours d'urgence à travers CIFATA, Centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes, dont je suis l'instructeur, a non seulement un caractère pédagogique, un caractère didactique, un caractère de moralisateur de la vie publique, mais encore mieux, par l'usage d'un certain nombre d'armes de défense sur le plan spirituel. Ce programme de secours d'urgence a pour objectif prioritaire de désarmer les forces d'oppression démoniaques, les forces d'oppression sataniques, et qui veulent s'ériger en véritables déstabilisateurs complotistes de la nation gabonaise et de notre cohésion sociale. Je commencerai ce programme de secours d'urgence en remerciant Maître Paul Moubembe qui a bien voulu défendre notre très cher ami Bob Ngom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis Thierry Essam David Mberakouma, matricule 213, candidat à la mort. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que le peuple hébreu est resté en captivité pendant plus de 400 années. 400 années. Le peuple hébreu est resté en captivité. Jusque ce que l'Éternel des armées, ce Dieu stratagème, et qui est le maître de l'univers, le maître des constellations, celui qui détient le souffle de nos vies entre ses mains, ce Dieu gigantesque a attendu 400 années afin de délivrer le peuple hébreu de la servitude de la maison de Pharaon. La servitude de la maison de Pharaon. Et la délivrance du peuple hébreu va passer par un personnage mythique, un personnage controversé qu'on appelait Moïse. Moïse était un fils d'hébreu qui va être recueilli sur le Nil après avoir été victime d'un décret de mort par les autorités politico-administratives de son pays. Sa mère, craignant pour sa mort, va jeter Moïse dans les eaux du Nil. Et Moïse, dans les eaux du Nil, n'a pas eu la crainte d'être dévoré par les léviathans. Il n'a pas eu la crainte d'être mangé par les requins, par les barracudas, par les éléments d'un certain écosystème aquatique. Moïse va être recueilli dans la maison de Pharaon. Un fils d'esclave qui va être élevé dans la maison de Pharaon. Et Moïse va être en rivalité avec le fils légitime de Pharaon, Ramsès Ier. Et Pharaon, grâce à l'ingéniosité de Moïse, grâce à l'intelligence de Moïse, grâce à la sagesse mystérieuse de Moïse qu'il avait acquise dans la maison de Pharaon, grâce au maniement de son intelligence et de sa sagesse, Salomon va délaisser son premier fils
Ramsès Ier au profit de Moïse. Et cela va susciter le querelle entre Moïse et Ramsès Ier. La Bible dit que l'étranger qui est chez toi se lèvera à tes dépens, de plus en plus haut, et toi tu deviendras de plus en plus bas. Mais sa majesté sera réduite à la captivité. Sa majesté sera réduite à la captivité. Mais l'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. L'Éternel frappera le cœur des ennemis du roi. Moïse va être démantelé par une servante qui savait comment Moïse avait été recueilli dans la maison de Pharaon. Cette servante qui savait que Moïse était un fils d'esclave, un fils d'hébreu, et que Moïse n'a jamais été un fils de bourgeois, un fils d'aristocrate, un fils de plutocrate pseudo-émergent. Moïse était un fils d'esclave, un fils de prolétaires, sorti des égouts des quartiers mal famés, des quartiers sous-intégrés. Mais Moïse, dans la maison de Pharaon, se comportait maintenant comme un prince héritier de la royauté de Pharaon. Malheureusement pour lui, sa génétique moléculaire va vite le rattraper. Son ADN, ses chromosomes, ses globules rouges, ses globules blanches, ses plaquettes, ses hématies, son plasmodium va le rattraper. Et ils vont mettre Moïse à nu, à découvert. Moïse va être présenté devant Pharaon. Pharaon va dire à Moïse de rejeter sa nature de primitif, sa nature de sauvage, sa nature de barbare, pour embrasser la civilisation, embrasser le progrès et le développement. Moïse va dire à Pharaon qu'il refuse d'être appelé le fils de Pharaon parce qu'il était un fils d'esclave. Il préfère être appelé le fils de l'esclave. Moïse a rejeté tous les attributs, les titres honorifiques, les titres nominatifs, la richesse de Pharaon pour embrasser la pauvreté du peuple hébreu. Et Pharaon va décider de la déchéance de Moïse, la déchéance de sa nationalité, la déchéance de ses titres honorifiques et nominatifs, la déchéance de sa royauté, la déchéance de sa royauté. Moïse va revenir à sa première nature, de fils de pauvre famille, de fils de misérable. Mais Moïse avait une espérance en sa véritable nature, sa foi qui faisait la différence au milieu des fils d'Hébreux. Moïse avait une foi authentique. Moïse avait une intégrité physique, une intégrité morale. Et c'est l'intégrité morale et physique de Moïse qui va sauver Moïse de l'ombre de la mort qui l'environnait, au milieu de courtisans et intrigants tapis dans l'ombre des accals secrets du pouvoir de Pharaon. Et en place du décret de mort de Moïse, on va envoyer Moïse dans le désert, afin qu'il puisse mourir de sa propre mort dans le désert. Mais Moïse avait la conscience de l'évangile. La conscience de l'évangile. Dans Josué 1:8, la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu prospéreras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La méditation sur le livre de la loi. Les amis, il n'y a pas un livre plus grand que la Bible. Il n'y a pas une gouvernance qui soit au-dessus de la gouvernance biblique. Il n'y a pas une royauté qui soit au-dessus de la royauté divine. La royauté divine. La royauté divine. Le sceptre de la puissance. Moïse avait ce sceptre de la puissance parce qu'il était marqué depuis des temps immémoriaux comme étant le véritable libérateur du peuple hébreu. Mais Moïse, dans sa nature, ne savait pas qu'il était l'instrument que l'Éternel allait utiliser pour sauvegarder justement les intérêts de ce peuple qui était opprimé,
ce peuple qui était marchandisé, ce peuple qui était dévalorisé, ce peuple qui était déshumanisé. Vous êtes sur le programme de secours d'urgence, animé par CIFATAM, Centre d'instruction des forces armées, terrestres, aériennes et maritimes, dont le Minotaure est l'instructeur général. Moïse va se retrouver dans le désert avec la cape de sa mère. La cape de sa mère. Les gens veulent avoir le pouvoir, mais ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les capacités requises pour pouvoir justement appréhender le mystère du pouvoir. Le pouvoir est un mystère. C'est pourquoi on parle du pouvoir anonyme. On parle du pouvoir anonyme. On parle du pouvoir personnalisé. La personnalisation du pouvoir, elle dépend de votre charisme personnel. Cette personnalisation du pouvoir dépend de vos dons, de vos talents, de vos capacités. Mais vos dons, vos talents, vos capacités, votre force physique ne suffit pas. Il vous faut avoir une véritable force spirituelle, une capacité supranaturelle, surnaturelle, qui doit vous permettre d'avoir la clairvoyance. La clairvoyance. Et dans l'exercice du pouvoir, il ne s'agit pas de manier les armes n'importe comment. Il s'agit de manier les armes avec sagesse, avec intelligence, avec utilité. C'est pourquoi la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la Seigneurie du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Les amis, la véritable bataille de l'être humain est celle de renverser les forteresses. Des forteresses qui s'érigent en épouvantail. Des forteresses qui s'érigent en brigade pour vous empêcher d'atteindre votre trajectoire destinale. C'est pourquoi dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit: égare à l'alliance de l'Éternel. L'alliance de l'Éternel. Car les lieux sombres du pays sont remplis des repères des brigands. Les lieux sombres du pays sont remplis des repères des brigands, des gangsters politiques, des brigands, des criminels, des assassins, les fils de la veuve, les fils de Corée, les fils de la révolte, les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Et ils sont nombreux dans la patrie, exerçant leur activité macabre. Mais je suis venu vous apporter une bonne nouvelle. Parce que Christ est ressuscité à la croix de Golgotha. Par le mystère de la folie de la gloire du ressuscité. La muerte se cambia pour la victoria. La muerte se cambia pour la victoria. La mort se transformera en victoire. Mais les gens voient comment matricule 212, matricule 213 et 214 se sont érigés, identifiés en candidats de la mort. Et nous sommes des Socratiques. Socrate, à travers son art de la maïeutique, qui était celle d'accoucher les esprits, en tant que fils de sage-femme, comme moi, David Mbiakoma, fils d'une sage-femme, appelé Ngoudou Marcelé. Socrate avait la conscience de l'immortalité de l'âme. Mais ces gens-là, ce sont des matérialistes. Ce sont des budgétivores. Ce sont des fils de la veuve, les fils de Corée, les fils de la révolte. Ce sont des satanistes, des lucifériens, des moabites, des ammonites et des pharisiens. Ce sont des individus qui ont mis leur espérance sur l'argent. Mbongo, 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 l'argent. Mais ces gens-là ne connaissent pas le mystère de l'argent. Le mystère de l'argent. Vous savez, l'argent est une valeur marchande. Mais l'argent est un véritable démon destructeur. La ruine des misérables, c'est l'argent. La ruine des misérables, c'est l'argent. Et c'est pourquoi la Bible dit que il vaut mieux pour un riche passer par le trou un chameau passer par le trou d'une aiguille que des riches de se retrouver au paradis. Imaginez la grosseur, la grandeur du chameau. Quelle est la probabilité, la proportionnalité pour que ce chameau puisse rentrer dans le trou d'une aiguille? 0%.
que des riches de se retrouver au paradis. Parce que le trésor des riches, c'est l'argent. Le confort des riches, c'est l'argent. L'amitié des riches, c'est l'argent. L'amitié des riches, c'est l'argent. Mbongo, mbongo, mbongo. Mais ces gens-là ne connaissent pas que... Ils ne sont pas maîtres de l'argent. C'est l'Éternel des armées, le Dieu grand fort et puissant, qui est propriétaire de l'or et l'argent. Et tout le malheur du Gabon repose sur les richesses de son pays. Les Gabonais sont malheureux à cause des richesses de leur propre pays. Ils sont traqués à cause des richesses de leur propre pays. Ils sont exclus de tous les systèmes de rétribution sociale à cause de la richesse de leur pays. Et parce que certains arrivent à défendre les droits fondamentaux, le droit à la liberté, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à une espérance de vie, vous devenez automatiquement l'ennemi du pouvoir. Vous êtes catalogué. Vous êtes identifié comme un élément perturbateur. Vous êtes identifié comme un opposant. Et on a vite fait de vous réduire au silence. On a vite fait de vous empêcher de pouvoir éclore votre génie. Et quelle que soit votre intelligence, quelles que soient vos capacités, eh bien, vous n'avez droit à rien. Moïse s'est retrouvé dans le désert. Mais Moïse avait une espérance contre toute espérance. La Bible dit l'espérance de juste ne périra jamais. L'espérance de juste ne périra jamais. Les amis, même si tout va mal dans notre pays, sachez que l'espérance du juste ne périra jamais. La Bible dit que le Seigneur a fait toutes choses bonnes, même le méchant, pour le jour du jugement. Le méchant pour le jour du jugement. Vous savez, les méchants n'ont pas d'espérance. Ils vivent une vie de mirage. Ils vivent dans une vie de fantasme. Ils vivent une vie d'illusion. Ils sont dans l'illusion, les méchants. Et c'est pourquoi un autre roi méchant, dénommé Hérode, va inviter ses convives dans une foire mondaine à travers des orgies funestes dans un palais. Il va inviter les femmes de toutes les sociétés avec ses amis pour faire la fête. Hacer la fiesta. Et pendant qu'ils vont faire la fête, il va inviter sa propre fille Hérodia. Hérodia, la propre fille d'Hérode. Son père, un roi immoral. Un roi immoral. Caractérisé par une espèce de bestialité sexuelle. Une boulimie sexuelle en n'en point douté. Il va présenter sa propre fille en striptease devant ses convives. Elle va tellement bien stripteaser devant les autres amis du prince Hérode que ce dernier va demander à sa fille qu'est-ce qu'elle voudrait comme récompense. Et il va jusqu'à jurer par serment. Le serment exécutoire. Le serment exécutoire. Le serment propriatoire. Le serment propriatoire. Nous en avons plus au-dessus. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Béni soient les anges, béni soient les archanges, béni soient les chérubins resplendissants, aux 6 ailes déployées, béni soient les 4 lampes, béni soient les 7 esprits éternels, béni soient les 24 milliards, béni soit la sacrificature, béni soit le Dieu de Mamengounou Marcelin, qui ne sommeille ni ne dort, béni soit le Dieu du Gabon, qui nous a dotés de toutes les richesses, béni soit le Dieu du Gabon, qui nous a dotés de cette génétique moléculaire. Nombreux sont des êtres qui arrivent à régner leur nationalité. Tu es Camerounais, tu es Camerounaise et tu réunis ta nationalité. Tu es Burkinabé, tu réunis ta nationalité. Tu es Béninois, tu réunis ta nationalité pour avoir la nationalité gabonaise. Mais je t'informe cette nuit que tu ne peux pas être Gabonais. Être Gabonais, c'est une attitude. Être Gabonais, c'est une bataille, c'est un combat. Être Gabonais, c'est une bataille. Être Gabonais, c'est une affirmation. Une identité culturelle. Être Gabonais, c'est toutes les batailles qui ont été menées depuis l'avènement de la démocratie. Être Gabonais, c'est des batailles qui ont été menées depuis 1960 avec les vagues de décolonisation. Être Gabonais, c'est être conscient de son histoire
de son historicité, avec le coup d'État militaire qui va intervenir 4 premières années après les vagues de l'indépendance, où un certain Léomba voulait incarner le totalitarisme du pouvoir. Il voulait incarner l'absolutisme du pouvoir. Il avait mis en place des instruments justement d'accaparement du pouvoir par des méthodes rétrogrades, des méthodes sauvages et primitives. Et Léomba, 4 années après la vague de décolonisation, alors que le peuple aspirait à des libertés, le peuple aspirait à la souveraineté des États, le principe d'autodétermination, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'histoire de 1789, auréolé par la prise de la Bastille, la guillotine du roi Louis XIV, avec le refus de la monarchisation du pouvoir. Louis XIV qui voulait incarner le règne impérialiste, qui voulait incarner le despotisme du pouvoir, le népotisme du pouvoir, parce qu'il incarnait une espèce de personnification, de personnalisation du pouvoir. Mais Louis XIV ne savait pas qu'il n'était pas l'État, parce que l'État est une personnalité morale, le droit public, souverain et territorial, la souveraineté de l'État, la territorialité, vous en êtes au plus au-dessus, et la population, qui constitue justement ce vecteur d'identification de ce que c'est qu'un État. Mais les amis, vous pouvez laisser les gens rêver. Laissez les gens rêver, croire à des chimères. Laissez les gens penser qu'ils ont obtenu tout ce qu'ils ont voulu bien obtenir. Mais la réalité, c'est qu'ils sont dans une espèce de virtuosité. La virtuosité d'une république imaginaire. Une république imaginaire. Parce que ces gens-là n'ont pas la vision. Ces gens-là n'ont pas la capacité de voir au-delà de leur sens physique. Ils n'ont pas la capacité de perceptibilité de voir ce qui est en train d'arriver. Le manège. Il est en train d'arriver. Hosanna au plus haut des cieux. Mystère profond des anges acclamés. Mystère profond des anges acclamés. La Bible déclare que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. Les anges de l'Éternel craignent, nous arrachent de tout danger. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger. Vous êtes victime d'une injustice. Vous êtes victime d'une discrimination. Vous êtes victime d'une oppression. La Bible dit que l'oppression rend le sage insensé. Et c'est pourquoi moi, le prince Sadouma, je prêche la folie de la croix de Golgotha, la gloire du ressuscité. La folie de la croix de Golgotha. Vous savez, les amis, laissez ces gens-là courir. Laissez-les courir. Laissez-les courir. Laissez-les courir. Pharaon a couru. Pharaon a couru. Lorsque le peuple hébreu avait recouvert leur liberté, Pharaon a dit jamais, mais qui va me mordre le moulin? Et qui va s'occuper de ma famille? Qui va enseigner mes enfants? Et qui va soigner mes petits-fils? Pharaon a refusé de faire sortir le peuple hébreu. Mais Pharaon ne savait pas qu'il était dans la trajectoire décennale de la libération du peuple de Dieu. Mais Moïse savait ce que le Seigneur lui avait recommandé. Pharaon, par mégarde de sa puissance, ne va pas respecter les 11 plaies de l'Égypte, les 11 flagellations de l'Égypte, pour pouvoir sortir le peuple hébreu de la captivité. Et il va décider à travers son cortège funeste de méchanceté, il va décider de tuer le premier fils de Moïse. Mais Pharaon ne savait pas que Moïse avait une couverture angélique, une couverture divine, parce que Moïse était un oint de l'Éternel. Et la Bible dit, ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas à mes prophètes, ne touchez pas à mes oints, ne touchez pas à mes prophètes. Et vous les voyez prêcher l'évangile, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que l'onction. Ce que c'est que l'onction. L'onction est un sceau du savoir. Un sceau de protection divine. C'est pourquoi moi on m'appelle frappé du sceau du savoir. Frappé du sceau du savoir. Et l'onction de la faculté. L'onction de la faculté. Aux anneaux plus au-dessus. Dans Proverbe 4, 7, la Bible dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. L'intelligence, cette faculté de l'esprit dont les dirigeants doivent nécessairement avoir. Un dirigeant sans intelligence
est une catastrophe. C'est une ruine contre lui-même et contre son pays. Un dirigeant qui n'a pas d'intelligence ne peut gouverner aucune humanité. Il ne peut même pas gouverner sa propre maison. Il ne peut pas gouverner sa propre vie. Il ne peut pas gouverner sa propre famille. Il ne sait pas des vastes territoires entiers qui va arriver à gouverner ou à diriger. Ce n'est pas possible. Un dirigeant qui n'a pas de sagesse est comme une femme insensée. Une femme insensée qui va renverser sa maison. Et la Bible dit qu'il vaut mieux vivre à l'angle du toit d'une maison que de vivre avec une femme querelleuse. Les dirigeants querelleurs, les dirigeants querelleurs, tu ne t'assieds jamais en compagnie des méchants. Tu ne t'assieds jamais en compagnie des méchants. Mais des dirigeants qui se baladent avec les criminels, avec les assassins, avec les malveillants, avec les courtisans, des intrigants, des êtres, des vendeurs d'art, des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Mais qu'est-ce qu'un tel dirigeant peut apporter au peuple souverain? Si ce n'est la déstabilisation, si ce n'est la destruction, si ce n'est toutes les autres formes d'avenir. La Bible dit, si tu marches avec les hommes sages, tu deviendras sage, car c'est le fer qui aiguise le fer. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regardez là où nous sortons de notre transition. Après un parcours aussi difficile, après un parcours aussi difficile, avec 43 ans de règne de gouvernance, 43 ans de règne de gouvernance, d'un même patronyme, 43 ans de règne de gouvernance. Et on nous a ouï dire que nous sommes venus libérer le pays. On nous a ouï dire que nous étions de Moïse et que nous apportons la paix au peuple gabonais, que nous apportons le confort au peuple gabonais, que nous leur apportons la dignité au peuple gabonais. Et on a ouï dire de chanter un cantique nouveau chaque lundi et chaque vendredi à travers la concorde. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Et le peuple souverain, garant de toute légitimité de pouvoir, de toute représentativité de pouvoir, a auréolé un prince à plus de 94%. À travers une constitution que j'avais qualifiée de mortifère. Une constitution sans aucune valeur juridique. Une constitution sans aucune véritable quintessence. Une constitution dont j'avais décrié qu'elle allait nous entraîner dans des véritables problèmes. Parce que une constitution qui arrive à exalter l'absolutisme, le totalitarisme du pouvoir, eh bien c'est une constitution qui ne peut pas garantir les instruments énoncés par Montesquieu dans l'esprit de la loi. Le principe séparatoire de pouvoir, la séparation stricte sensu de pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. C'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Mais ils ont vite désenchanté. 94% de légitimation du pouvoir. C'est presque un plébiscite. Et 4% de minorité. Et aujourd'hui, cette minorité de 4% se retrouve être majoritaire. La majorité est minoritaire. Mais la majorité est devenue minoritaire et la minorité est devenue majoritaire. 4% qui arrivent aujourd'hui à se moquer de 94%. Les 4% ont préservé leur honneur, leur dignité, leur sacralité. Les 4% ont préservé leur authenticité. Ils sont restés fermes. Ils sont restés fermes, les 4%. Mais les 94% ont commencé à désenchanter, à désillusionner. Comment comprendre qu'un pouvoir qui vient d'avoir 94% au cours d'une élection, avec le contrôle de toutes les chambres, toutes les institutions, la chambre législative bicamérale, pratiquement dans les mêmes proportions de victoire, 90, 95, 97, même 98%, peu importe. Les conseils municipaux et départementaux, c'est le même cortège funeste d'une victoire à la Pyrrhus, 94, 95, 98%. Et maintenant qu'ils ont l'ensemble de toutes les institutions, ils ne sont pas capables d'arriver à une gouvernance rationalisée du pouvoir. La rationalité d'une gouvernance, ils n'en sont pas capables. Avec autant de prérogatives de puissance publique, ils ne sont pas capables de relancer la croissance économique,
Pas de politique budgétaire. La budgétisation, pas objectif de programme. La budgétisation, pas objectif de programme. Ils n'en sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'inventer, d'inventorier un nouveau système de rémunération des agents publics. Comme l'a fait Ali Bongo Deba. Pour se prémunir justement de ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, je leur avais averti que le choix de toutes ces personnes ne pouvait apporter rien dans le pays. Que ces gens-là n'étaient pas des économistes. C'était des économistes des écoles familiales, de Faubourg, de Paris, d'Oxford, de Cambridge et autres, des économistes des pays industrialisés, du Fonds monétaire international, Banque mondiale, le Code de Paris, à travers le programme d'ajustement structurel, les passes, les privatisations, avec le désengagement de l'État de l'activité productive et la restructuration. Ces gens-là sont des purs théoriciens. Ils ne sont pas capables d'appréhender les véritables mystères du peuple souverain, le peuple gabonais. Un peuple pacifique, avec les besoins primaires non satisfaits. Mais ils sont déjà aux besoins tertiaires, c'est-à-dire les loisirs. Ils construisent les foires, ils construisent les tours de Babel, ils construisent les édifices qui n'ont aucune incidence dans le pouvoir d'achat des ménages, aucune incidence dans l'amélioration significative des conditions de vie des Gabonais. Mais on leur demande tout simplement des minima sociaux. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès à l'énergie. Mais ils ont déjà envoyé leurs émissaires casser tout sur leur passage. Et chaque jour, ils détruisent davantage les instruments de notre cohésion sociale, les instruments de notre unité. Ils détruisent nos abris, nos maisons de fortune, nos cabanes. Et sans aucune possibilité d'avoir des mesures d'accompagnement, des mesures de relogement. Et ils pensent reloger les gens alors que ces gens-là dorment déjà à la belle étoile. Et qu'ils ont pratiquement tout perdu. Ils ont perdu leur argent, ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leur maison. Mais faut-il encore qu'on leur fasse perdre leur dignité? Pour rien au monde, moi, le prince Sadouma, je perdrai ma dignité. Je ne vendrai pas ma dignité pour une poignée d'or. Je ne vendrai jamais ma dignité pour un titre honorifique ou nominatif. Je suis un des héritiers de la révolution du conclave à Wanji Wongo. Je suis un fils de Berakuma. Je suis un fils de Bandungu. Je suis un chanteur, un tambourin, un sacrificateur, un adorateur de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Le Dieu du Gabon n'abandonnera jamais le peuple gabonais. Vous savez, lorsque la veuve crie, lorsque le pauvre, le misérable crie, l'Éternel entend leur cri. Un petit pays rempli de pleurs. Les gens pleurent le jour, les gens pleurent la nuit, ils pleurent le pain, ils pleurent l'école, ils pleurent l'éducation, ils pleurent la santé. Et ce pays-là a toutes les opportunités. C'est dans ce même pays où on arrive à enrichir l'uranium, transformer l'uranium en une arme atomique, une arme bactérienne. Un virus capable de décimer l'humanité tout entière. Et ce virus-là, vous le trouvez justement dans nos villes et villages. Nous avons l'or, nous avons l'argent, nous avons le nickel, nous avons l'émeraude, nous avons le saphir, le topaz, nous avons toutes les 12 pierres précieuses du Gabon. Nous les avons. Nous avons le fer, nous avons le pétrole, nous avons tout. Mais un petit pays de 2 500 000 habitants, on n'est pas capable d'aider ce peuple-là à avoir accès à l'eau potable. Mais nous avons un couvert hydroélectrique qui est le plus dense pratiquement de toute l'Afrique centrale. Et on n'est pas capable d'électrifier notre pays. On n'est pas capable de sortir l'eau du robinet, alors que nous avons tous les fleuves, tous les cours d'eau. Le Goué avec ses affluents, le Como, le Kano et autres. Toute notre circonscription administrative et tout est couvert rien que des eaux. Et les Gabonais n'ont pas l'eau. Et les Gabonais se retrouvent comme ça, plongés dans un vaste océan, et ils se laissent mourir de soif. Ils se laissent mourir de soif. La gouvernance politique étatique. La gouvernance politique étatique. L'institutionnalisation. L'État, qui est la forme la plus achevée du pouvoir. La forme la plus achevée du pouvoir. L'État. Avec tous ses bras séculiers. Et l'État n'est pas capable d'apporter un mieux-être aux populations en extrême difficulté. Et l'État a inventé un autre scénario, qui est celui de la prison. La prison. La prison. La prison. Avec des procédures judiciaires bancales. Tout simplement parce qu'il faut avilir l'homme. Il faut le déshumaniser. Il faut le mercantiliser. Il faut le marchandiser. Et c'est cela le propre du capitalisme sauvage industriel. Le capitalisme sauvage industriel. Basé sur l'appropriation privée des moyens de production. Et ces gens-là, ils confondent leur appropriation privée des moyens de production avec les moyens de l'État. Qui est la chose commune, l'État. L'État, c'est le bien commun. C'est le bien commun, l'État. Mais regardez comment ces gens-là arrivent
dans cette gestion du système étatique. Une gestion à géométrie variable. Une gestion des situations administratives à géométrie variable. Et ce sont eux qui parlent du respect de l'état de droit, de la bonne gouvernance. C'est vraiment incroyable. Des êtres totalement déphasés, avec la véritable vision pragmatique du progrès, du développement. Avec la vision pragmatique, justement, d'amélioration d'un certain nombre de critères. Oh, ça non plus au-dessus. Zambé Yambongo. Zambé Yambongo. Que l'Éternel m'accorde de l'intelligence. Qui m'accorde une sagesse mystérieuse. Qui donne l'argent à ceux qui veulent bien l'obtenir. L'Égypte. Malheur à celui qui repartira en Égypte. Malheur à celui qui repartira en Égypte. Malheur à celui qui repartira en Égypte. Mais ils sont nombreux, ils sont repartis en Égypte. Voilà les détenteurs exclusifs de la légitimité populaire. 94%. À peine les institutions sont mises en place. À peine leur gouvernement est mis en place. Qui sont déjà contestés. La contestation. Mais vous contestez quoi, les amis? Vous contestez quoi? Vous venez à peine d'élire un chef d'État. Avec tous ses bras séculiers. Vous avez rejeté les leaders d'opinion que nous sommes. Vous nous avez empêchés d'être des députés. Vous nous avez empêchés d'être des maires. Vous nous avez empêchés d'être des sénateurs. Vous nous avez empêchés d'être vos défenseurs de droit, vos défenseurs de liberté. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Parce que vous avez envoyé à l'Assemblée des Moabites. Vous avez envoyé à l'Assemblée des Ammonites. Vous avez envoyé au Sénat des pharisiens. Vous avez envoyé au gouvernement des Sadducéens. Et aujourd'hui, ces individus sombrent dans les différences totales. Ils n'ont plus votre temps. Parce que vous êtes devenus comme le prince Sadouma, un pestiféré, un rejeté. On vous a déclaré personne à non grata. Et vous n'avez pas droit à manger du saumon. Vous n'avez même pas droit à manger même un pain sec. Et ces gens-là arrivent comme ça là. À monter votre tension artérielle. Votre taux d'adrénaline. Et vous n'êtes qu'au début de vos peines. Parce qu'on n'a même pas... La 5e République n'a même pas démarré. Elle n'a même pas encore démarré. Elle est encore au stade embryonnaire. Au stade analytique. Et vous commencez déjà à être soufflé. Non, les amis. Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. C'est la première fois que je vois une telle mobilisation. Les membres d'un certain syndicat. C'est la première fois que je vois une telle mobilisation. Même à l'époque, lorsque nous nous battions pour la démocratie pluraliste, aucun leader d'opinion n'avait réuni autant de milliers de personnes. À part, à une certaine époque, Pierre Mambundo et le père Paul Mbabesolo qui étaient venus nous chanter leurs illusions, leurs idéologies macabres avec l'école cadeau, l'hôpital cadeau, le travail pour tout le monde. Et ce genre de mobilisation, oui, à l'époque. Mais il y a plus de 20 ans, on n'a plus jamais vu ce genre de mobilisation. Et ce genre de mobilisation est le reflet d'une véritable décadence. Une décadence sociale. Et cette mobilisation est déjà le reflet d'un mécontentement généralisé. Cette forte mobilisation est également l'illustration parfaite d'un certain rejet des politiques qui leur sont présentées. Et on a bien dit au prince Brice Oligui Nguema de ne pas s'associer à plusieurs autres personnalités politiques qui se caractérisaient par une certaine sclérose, une certaine incapacité notoire de pouvoir apporter le confort et le bien-être de la population. Malheureusement, Brice Oligui Nguema nous a entraînés dans la continuité du pouvoir, avec les mêmes acteurs qui ont échoué par le passé. Et ils voudraient remettre ces acteurs en scène, comme si ces acteurs-là étaient capables justement de donner le meilleur d'eux, alors que le meilleur d'eux est déjà passé. Ces gens-là sont au stade de fin de vie, au stade de fin de cycle, comme des vagues d'innovation en économie. Il y a la prospérité, ensuite après la prospérité, il y a le déclin. Donc ces gens-là sont dans le déclin. Ils n'ont plus de compétences pour pouvoir mettre en exergue au milieu des populations. Parce que le peuple gabonais connaît qui sont tous ces personnages. Donc la structure gouvernementale actuelle, je l'ai dit, qu'elle ne pourra apporter rien au peuple souverain. Que cette architecture gouvernementale n'apportera rien à Brice Oligui Nguema. Parce que c'est un gouvernement de copinage. De coquins, fantassés, même maroquinerie.
Un gouvernement qui n'a pas tenu compte d'une espèce de géopolitisation de l'État. La géopolitique dont ils ont considéré comme un facteur déclinant, comme un facteur irrationnel, comme un facteur de déstabilisation, alors que c'est la géopolitique qui aurait permis justement à Brice Oligui Nguema de faire participer le plus grand nombre de personnes à l'exercice du pouvoir. Et c'est cela justement la gouvernance. Le plus grand nombre de personnes doit être participants à l'exercice du pouvoir. Plus de 56 ethnies au Gabon. Mais regardez leur hashtag gouvernemental. Avec une même sonorité, une même coloration, avec une même mélanine comme David Melakouma. Les autres arrivent même à faire des gommages. Ils arrivent même à faire du maquillage pour ne pas ressembler au prince Adouma avec cette forte mélanine qui le transforme véritablement en charbon. Mais on a ouï dire à Brice Oligui Nguema de ne pas reconduire, de ne pas éconduire justement cette fausse philosophie, cette fausse doctrine politique, économique et sociale qui est une doctrine qui n'a pas marché et ne pourra pas marcher parce que ces acteurs se sont émoussés. C'est des acteurs qui n'ont plus rien à donner et qu'il fallait qu'il arrive à un véritable rajeunissement de la classe politique. Pensez à une nouvelle forme de génération, des leaders clairvoyants, des leaders qui soient capables justement d'apporter un meilleur être au peuple souverain. Des leaders qui ont également des compétences, des capacités pour pouvoir transformer les cactus de nos villes et villages en véritable pôle attractif de développement. Et comme le disaient d'ailleurs nos camarades du Parti démocratique gabonais, le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Et ils le disaient d'ailleurs dans leurs élucubrations qu'il faut être bête et discipliné. Il faut être bête et discipliné. Comme si la bêtise était une forme de discipline. Alors que la bêtise, l'ignorance, c'est une forme d'indiscipline. La bêtise et l'ignorance, c'est une forme d'indiscipline. Lorsqu'on vous traite d'imbêtisier, c'est que vous êtes un indiscipliné. Parce que la connaissance est à la portée de tout le monde. Le savoir est à la portée de tout le monde. Mais il y a les précurseurs de cette connaissance. Les précurseurs de ce savoir. On les appelle les enseignants. Et c'est pourquoi partout dans tous les pays du monde entier, les enseignants ont un régime particulier. Ce sont des êtres qui sont respectés. Lorsque vous arrivez dans les pays industrialisés, mais un recteur a plus de valeur qu'un ministre d'État. Un recteur est un homme respecté. Mais regardez les recteurs de l'université Omar Bongo Ondimba. C'est des êtres considérés comme des villes serviles, conveyables. À part un certain Makuli Ropivia, qui avait quand même une certaine dignité, arrivait même à démissionner. Mais ils sont combien au Gabon qui ont la culture de la démission? Ils ne sont pas nombreux. Parce qu'ils sont accrochés à leurs privilèges, les privilèges induits, les privilèges patrimoniaux. Et ils refusent justement que d'autres également puissent bénéficier de ces privilèges. Parce que l'État est devenu leur propre patrimoine. Ils sont les seuls jouisseurs. Ils sont les seuls épicuriens. Et les autres Gabonais de seconde zone électorale, comme les David Melakouma, ben, ils n'ont pas droit à quoi que ce soit. Et c'est pourquoi ces gens-là ont créé dans le pays des activistes révolutionnaires, des activistes vindicatifs et revanchards. Et ils en sont étonnés de voir encore un Marcel Ibama sorti de sa réserve. Un Marcel Ibama qui était déjà député de la transition, dont on a voulu taire, mais malheureusement qui est reparti vers la base pour rechercher sa légitimité, pour repartir à l'Assemblée nationale. Ils ont tout fait pour lui barrer la route. Ils ont tout fait pour l'empêcher d'être député, le représentant du peuple. Mais vous pensez que représenter le peuple, c'est seulement l'Assemblée? Le peuple connaît qui sont ses représentants. Et Marcel Ibama a toujours été l'un des représentants les plus fidèles du peuple souverain. Et aujourd'hui, vous en avez fait la démonstration marginale et matérielle qu'il est un leader authentique de l'action syndicale au Gabon. Et pire encore dans le cadre de l'éducation. Et on l'a remis à son administration d'origine. Oh, mais quelle grande farce. Vous l'avez remis, réconcilié avec ses vieux amours. Un syndicalisme jusqu'au boutiste. Alors que l'Ibama était tranquille pour lui à l'Assemblée nationale. Ils ont tout fait pour empêcher Jean-Rémy Yama
d'être candidat. Et ils ont préféré privilégier une budgétivore qui a laissé des déboires à la Caisse nationale des garanties sociales. Avec les déficits budgétaires chroniques, on a préféré sacrifier l'intelligence. Sacrifier Jean-Rémy Yama, un leader authentique qui a passé toute sa vie dans les cellules, dans les prisons, parce qu'il refusait de se corrompre. Il est resté droit dans ses bottes. Un homme avec une certaine probité, avec une certaine éthique. Et au Gabon, ils sont rejetés comme ça. Et ils s'étonnent que Jean-Rémy Yama, une fois de plus également, est revenu à ses anciens amours. Valentin Yama, un autre leader d'opinion, homme politique, homme de lettres, un être d'une intelligence particulière, qu'on a voulu tourner en dérision pendant un processus électoral. Et retraité des universités, il n'a d'autre choix que de devenir également activiste comme David Babo. Valentin Yama est devenu un autre activiste. Et les activistes comme ça courent la rue maintenant dans le pays. Et ils sont nombreux. Certains avec leur talent, d'autres avec leurs caractéristiques. Et on a d'ailleurs vu même mon très cher frère Mita, activiste de palais qui était caractérisé par une espèce d'idéification justement de son monarque. Et le jour de la présentation de vœux, on a plutôt vu un autre Pierre Mita, qui a renoué justement avec les réminiscences de son passé de syndicaliste. Et la présentation de vœux s'est transformée en pugilat, s'est transformée justement en prétoire de défense des intérêts du plus grand nombre de personnes. Lui qui s'était déjà caractérisé par une espèce d'individualisme. Et il a compris très vite qu'il vit dans un univers où c'est le communautarisme qui doit être la rigueur. Près de 4000 situations administratives régularisées du côté de l'enseignement. Avec, paraît-il, près de 6000 autres en cours ou quoi. Et les enseignants refusent d'aller dans les salles de classe. Mais autrefois, lorsque nous étions des syndicalistes, eh bien, nous, on savait faire la part des choses. Parce que le syndicalisme obéit à des règles. Le syndicalisme obéit à des valeurs. Le syndicalisme obéit à une certaine éthique. On ne fait pas du syndicalisme jusqu'au boutisme. Parce que le syndicalisme est une arme de revendication. Et dans cette revendication, le syndicaliste doit apprendre à faire des concessions. Le gouvernement a fait un pas, mais eux, ils refusent de faire un pas. Le gouvernement a fait un pas, mais eux, ils refusent de faire un pas. Et comme tout le monde s'est mis dans la barre, avec tous les leaders d'opinion, avec tous les fantômes de l'éducation nationale, avec tous les macabées de l'éducation nationale, et qui sont allés réveiller par-ci, par-là. Et tous ces tombeaux blanchis sont venus une fois de plus donner secours à leurs amis, transformant d'ailleurs cette revendication qui a un caractère de légitimité en un véritable pugilat, ressemblant d'ailleurs à une tentative de déstabilisation, sinon une conspiration, pour nous entraîner vers une espèce d'ingouvernabilité. Mais c'est quoi l'intérêt de tout ça? Et pendant que la grève se poursuit, eh bien, les enfants de Nanty continuent à apprendre dans les meilleures opportunités possibles. Je suis reparti à l'université de Marie-Madeleine Brancho. J'ai été ahuri par le niveau de pauvreté de mon pays. Voir une Marie-Madeleine Brancho construire l'université qui défie même l'État. Moi, j'en pleure. Lorsque j'ai pensé aux 53 héritiers d'Omar Bongo Liba, j'ai dit, mais quel gâchis, Seigneur. Comment une particulière, une seule personne arrive à construire l'université et n'est même pas héritière de la colossale fortune d'Omar Bongo Liba. 42 ans de règne de gouvernance. Associé à celle de son fils, 14 ans, donc 56 ans. 56 ans de règne de gouvernance. Il n'y a pas un seul fils d'Omar Bongo Liba qui a pu construire un collège, qui a pu construire l'université, qui a pu construire un hôpital, qui a pu construire
une entreprise de transport aérien, de transport maritime ou fluvial, de transport terrestre. Zéro. Et ces gens-là viennent discuter. Les postes pour être député avec David Bakouma, pour être sénateur, pour être maire. Bon, vous voyez ces gens-là, avec une psychologie les plus macabre. Voilà des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le pouvoir. Ils ont eu le pouvoir en 56 ans de règne de gouvernance. Mais ils n'ont pas été capables d'apporter des réformes. Des réformes budgétaires, des réformes fiscales, des réformes monétaires. Il n'y a rien. Et c'est dans la gouvernance politique de Brice Koto Ligingema qui s'accroche encore à des strapoter des postes de président du Conseil économique et social, de membres du gouvernement, de membres du Conseil national de la démocratie, la médiature et autres. Et vous trouvez ces mêmes sarcophages. Ces mêmes sarcophages, caractérisés par l'ignardisme. L'ignardisme qui les caractérise. Avec leur soutien, avec les certificats d'études primaires élémentaires. Les certificats d'études primaires indigènes. Et ce sont eux qui se moquent des enseignants. Ce sont eux qui se moquent des enseignants. Parce qu'ils ne connaissent pas la sacralité, justement, de l'école. La sacralité de la jeunesse. Et ces gens-là ont perdu toute espérance. Parce qu'à beau scolariser leurs enfants dans les écoles les plus hypées, mais il n'en demeure pas moins que leurs enfants sont des cancres, des cafards, des cancres là. Ne peuvent pas avoir le même niveau de maturation cervicale que David Bakouma. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Et Joseph était un fils d'esclave. Daniel était un fils d'esclave. Autrefois, dans les régimes de royauté, les fils d'esclaves n'avaient pas droit à l'écriture. Les fils d'esclaves ne pouvaient pas aller à l'école. Et c'est le même système qui se reproduit aujourd'hui. Jusqu'en 2026. Les fils des esclaves n'ont pas droit à l'écriture. Les fils d'esclaves n'ont pas droit à l'école. Les filles d'esclaves n'ont pas droit aux opportunités. Et c'est pourquoi vous vous retrouvez avec une école à 2 vitesses. Donc une école des nantis, des riches, et une école des pauvres, c'est-à-dire l'école publique. L'école publique qui autrefois était le fleuron. L'école publique qui autrefois était le vecteur de l'égalité sociale. Le vecteur de la lutte contre les inégalités sociales. L'école publique est républicaine. Aujourd'hui, l'école publique est l'une des caractéristiques justement de l'exclusion sociale, la marginalisation, la discrimination sociale. Vous la retrouvez dans l'école publique. Des écoles publiques avec des effectifs pléthoriques de 150, 200 personnes. Et dans leurs établissements privés, vous trouvez à peine 7, 6 ou 10 personnes. Lorsque j'étais en poste au Togo, en ma qualité de premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade, mon fils avait 4 ans. Il apprenait dans une école où l'école était payée plus cher que le lycée français. Et l'État prenait une partie, moi je prenais la seconde autre partie. Et sa grand-mère me dit, mais comment est-ce que tu peux dépenser près de 4 millions par an pour payer l'école d'un enfant? Je lui ai dit que c'est parce que tu ne connais pas la valeur de l'éducation. Tu ne connais pas la valeur de l'école. Et comme toi-même, tu n'as pas fait de bonnes études, tu n'es même pas capable de faire profiter ton fils des bonnes études, des bonnes opportunités. Ces gens-là savent la valeur de l'éducation. Et c'est pourquoi ils n'apporteront jamais de solutions pérennes pour pouvoir faire en sorte que les fils des prolétaires puissent être des compétitifs devant les leurs, parce que les leurs sont des attardés mentaux. C'est des attardés mentaux. Ils ont tout pour réussir. Mais malheureusement, c'est des médiocres. Regardez le scandale justement qui vient d'éclater. On ne sait à quel moment ils ont procédé au choix d'un certain nombre de personnes pour aller représenter notre système étatique en Angleterre ou au siège en Australie. Et on nous fait comprendre que sur les 30 Gabonais, les 30 ont lamentablement échoué. Lamentablement échoué. Et là, c'est l'image de tout un pays qui est obscurci comme ça. Oh, ils sont bêtes comme des Gabonais, comme on le disait autrefois au Canada. Ils sont bêtes comme des Gabonais. Alors qu'ils ne savent même pas qu'il y a un savant Gabonais qui est en train de défier l'humanité. Même le nom de ce savant Gabonais, ils ne le connaissent même pas. Il y a un savant Gabonais dont le nom est en train de retentir partout sur l'international. Voilà le pays de Pambouti Bunda aujourd'hui qui a la remorque de l'histoire. Le pays de Patrice Sota, économiste de renom, qui est jeté en pâture. Le pays
du professeur Ondosa aujourd'hui, qui n'est plus que l'ombre de la déscolarisation, l'ombre de l'analphabétisme, de la médiocrité et la médiocratie. Et c'est pourquoi vous voyez justement les Kounabélistes du palais se mêler de tout. Quelqu'un qui n'a même pas une corporation, il ne travaille nulle part, mais il vient se mêler des questions d'éducation. Mais il n'a pas d'emploi. Des plombiers qui deviennent comme ça là, des activistes de renom pour se mêler des questions dont ils n'ont même pas un minimum de possibilité de débattre sur la problématique. Parce que Bissangoubé, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, Bissangoubé, il n'y a pas les papiers. Un plombier qui veut discuter avec des enseignants. Des enseignants qui ont 15 ans, qui ont 20 ans de blocage de situation administrative. Avec une incapacité notoire pour eux de pouvoir évoluer dans leur carrière administrative. Et lui, il n'a même pas fait la carrière, de simple plombier, et il vient se mêler de tout. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une régularisation d'une situation administrative. Il n'a pas appris le droit de la fonction publique. Il ne sait pas ce que c'est que l'égalité de traitement des agents publics, l'égale admissibilité de tout ça. Il ne connaît pas tout ça. C'est des concepts qui lui sont totalement inconnus parce qu'il n'a pas les papiers de Sangoubé. Et comme il faut se mêler de tout, parce qu'il doit plaire au prince, qu'il lui a attribué une voiture, qu'il lui a donné une maison, qu'il lui a donné un peu d'argent, donc il peut se mêler de tout. Mais ce genre d'énergumène, ils vont avoir quelle crédibilité? Même lorsqu'ils viennent se mêler des débats, il peut convaincre qui? Parce qu'il n'y a pas d'arguments. Des arguments de persuasion, des arguments de dissuasion, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et la riposte devient maléfique. Une riposte maléfique. Joseph était un fils d'esclave. Daniel, Abel, Shadrach, Abel, Mego, ils étaient des fils d'esclaves. Mais ils étaient les plus intelligents de toute leur humanité. Joseph, en pleine crise économique, Pharaon dépassé par la crise, dépassé par la virulence de l'action syndicale et des syndicalistes et autres, il n'avait pas d'autre choix que de se souvenir de Moïse. Le livre des souvenirs. Il n'avait pas d'autre choix que de se souvenir de Joseph. On a dit qu'il faut aller chercher Joseph. Un fils d'esclave qui savait interpréter les plans. En qualité de fils d'esclave. Il n'avait pas droit à l'école, il n'avait pas droit à l'écriture, il n'avait pas droit à l'étude. Mais Joseph était enseigné. Parce que les astroïdes, chaque nuit, venaient enseigner Joseph. Les gitans, chaque nuit, venaient enseigner Joseph. Les minotaures, chaque nuit, venaient enseigner Joseph. Les corps célestes en mutation, chaque jour, venaient enseigner Joseph. Et Joseph était devenu l'un des plus illuminés de toute sa génération. Parce que Joseph avait un langage particulier. Le langage de Joseph n'avait rien à voir avec le langage de tous les autres scolarisés, de tous les autres alphabétisés. Mais Joseph avait un langage supranaturel. Une intelligence ingénieuse qui défiait les satrapes, les docteurs, les mages, les pharisiens et autres. Et Pharaon va appeler Joseph. Le sceau du savoir et l'onction de la faculté. Pharaon va dire à Joseph, à partir d'aujourd'hui, je te fais roi au niveau de l'Égypte. Je te donne le commandement sur tout. Seul le trône me séparera de toi. Le roi règne mais ne gouverne pas. Et Pharaon régnait mais ne gouvernait pas. C'est Moïse qui gouverne. C'est Joseph qui gouvernait l'Égypte. Et grâce à son intelligence, grâce à son onction, grâce à sa sagesse mystérieuse, et tirée justement des temps immémoriaux, des temps séculaires, Joseph a pu réparer les 56 ans de gouvernance chaotique, apocalyptique, comateuse et eschatologique. Joseph a pu renouer avec les instruments de la croissance économique. Parce que Joseph avait une bonne aura, de bonnes dispositions de négociateurs. Et partout où Joseph allait, il avait la rationalité comme vecteur de développement. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Il avait la rentabilité. Il avait justement la réduction de la dépense publique, la lutte contre la corruption, la gabegie et autres corollaires. Et Joseph a redressé l'économie de l'Égypte à moins de 6 mois. Et l'Égypte est devenue une ville florissante. Et tout le monde pouvait aller en Égypte pour manger le pain. Et les gens, dépourvus de tout,
chômeurs et autres, partis des villes et villages, des confins étoilés, arrivaient à se prosterner le jour devant Joseph. Certains arrivaient même à dire, nous on n'a plus rien. On vient vendre notre âme, notre chair pour manger le pain. Voilà l'Égypte. Voilà l'Égypte. Grâce à Joseph. L'Égypte est devenue un cercle fleurissant. Rien à voir avec l'Égypte actuelle. Et regardez le Gabon. Regardez le Gabon. Regardez comment le pays se détériore. Comment le pays se désagrège. Les gens volent de l'argent partout, même en pleine transition. Ils n'ont même pas peur du képi. Mais on s'empresse à attraper des menus frétins, des petits activistes et dénonciateurs. Mais les criminels, les assassins se baladent. Et ils sont ensemble, mangeant, buvant, en toute impunité, en toute inquiétude. Et ce sont eux qui parlent de la bonne gouvernance. Ce sont eux qui parlent de l'état de droit. Ce sont eux qui parlent de la sacralisation de l'État. Mais vous êtes dans quel État? Vous n'êtes pas dans un État. Ça, c'est un État sauvage, un État primitif, décrié par Jean-Jacques Rousseau, où l'homme n'est bon, mais la société le corrompt. Ça, c'est un État végétatif, décrié par Thomas Hobbes, où l'homme devient un loup pour l'homme. Pour une dénonciation, on a vite fait de jeter David Mbelakouma en prison. Mais comme si je les empêchais de gouverner, comme si je les empêchais de manger leur argent, de boire leur vin cacheté et de nous laisser librement. Mais vous me voyez, moi, David Mbelakouma, venir mendier le pain chez vous. Vous me voyez, moi, David Mbelakouma, venir m'agenouiller, me courber à quatre pattes. Parce que quoi, il me faut avoir un titre honorifique ou nominatif. Vous me voyez bien dans ce besoin-là, d'attendre quelque chose de ce système-là. Un système manichéen, un système machiavélique comme ça. Vous me voyez, moi, David Mbelakouma, m'associer à ce genre de système. Parce que je sais que ce système n'ira nulle part. Et ça, vous pouvez vous convaincre qu'il ira quelque part. C'est votre problème. C'est votre problème. C'est vous qui voyez ce que vous voyez. Mais je vous dis, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Parce qu'à cette allure, mais on va droit vers une hécatombe. Mais ils sont combien qui vont arriver à réajuster ce système? Tout le monde est dans leur compromission. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Parce que tous se tiennent. Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la peau de fesse. Et comment les gens vont s'en sortir? Non. Alors que le système avait besoin de se régénérer, de se transformer, de se reconfigurer. Mais comment un système va se reconfigurer avec les mêmes personnes qui sont à l'origine de la déstabilisation de ce même système? Et comment vous voulez que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et pourtant, on le lui a dit qu'il y a des personnes dont tu dois naturellement te débarrasser dans cette gouvernance. Si tu veux avoir les leviers, les coups de franche, voilà quelqu'un qui était en osmose avec le peuple. Et il a tout perdu, le peuple l'a rejeté. Pour la simple raison qu'il a fait le choix de ses amis au détriment du choix du plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple souverain. Sa propre légitimité battue en brèche. Et se graine progressivement comme une peau de chagrin. Parce que lorsque vous avez perdu la confiance avec le peuple souverain, mais vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Et lorsque vous avez tout perdu comme ça, mais vous êtes exposé au charognard. Vous êtes exposé à vos adversaires, à vos ennemis. Le peuple, c'est le meilleur défenseur. Le peuple, c'est le meilleur en bas. Lorsque vous avez le peuple avec vous, mais vous êtes protégé de tous les animaux sauvages, de toutes les bêtes féroces. Béni soit Ibrahim Traoré. Béni soit le Dieu du Burkina Faso. Béni soit le Dieu des hommes intègres du Burkina Faso. Que le président du Burkina Faso soit protégé. Que les anges de l'Éternel campent autour de sa maison et le protègent de tout danger. Que ses ennemis furieux soient démantelés. Et que toutes les forces oppressives, les puissances des ténèbres soient démantelées dans son pays. Que l'Éternel, le Dieu grand, fort et puissant, lui qui institue les princes et les autorités, lui qui établit les rois,
Lui qui les renverse sans aucune intervention humaine, qu'il protège le lieu du Burkina Faso, qu'il protège Ibrahim Traoré, qu'il protège leur transition, qu'il protège le peuple burkinabé et qu'il continue à maintenir l'intégrité de ce peuple-là. Parce qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Que le peuple du Burkina Faso soit compté parmi les nobles de l'humanité. Et que le nom du Burkina Faso retentisse dans cette humanité comme des hommes intègres. Rien à voir avec le peuple gabonais. Rien à voir. Les bêtisiers. Ils vont jusqu'en Australie. Ils vont en Angleterre pour être échoués. Alors qu'il y a des meilleurs apprenants qui n'ont pas les mêmes opportunités qu'eux. Et on choisit les gens comme ça, à la pichinette. Et on ne choisit pas les meilleurs, on choisit les tas. Et on veut les résultats. Vous allez obtenir quel résultat? Quel résultat vous allez obtenir? Et là, on va vers l'enlisement. On va vers l'enlisement. Parce que même les 4000 régularisations de situation administrative des anciens, ils ne sont même pas capables de voir les efforts consentis par le gouvernement. Mettre un service minimum dans leur grève. Mais ils préfèrent tout barricader. Mais l'intérêt, c'est quoi? Vous allez créer un affrontement, une confrontation inutile. Parce que lorsqu'on parle déjà de mettre les gens sous bonne caisse, lorsqu'on parle déjà d'envoyer les inspecteurs pour surveiller la présence au poste des machins là, là c'est l'affrontement, c'est la confrontation. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? À peine vous avez élu le président, avec son équipe gouvernementale, vous êtes déjà dans les grèves sauvages. Mais finalement, votre vote a servi à quoi? Ou bien vous faites partie également de 4%. Mais vous ne pouvez pas faire marche arrière. Le mandat impératif est nul. Vous avez élu un président pour 7 ans, mais c'est les 7 ans de gouvernance que le président vous a dit. Et que si dans les 7 ans, je ne suis pas capable de résoudre les problèmes, vous pourriez me chasser. Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème avec le chef d'État? C'est quoi le problème avec son gouvernement? Mais vous avez pu attendre les 2 ans de transition. Vous les avez attendus, les 2 années de transition. Vous avez attendu les 14 ans d'Ali Bongo Ndimba. Lorsqu'Ali Bongo Ndimba a bloqué vos situations administratives, vous avez attendu, vous avez laissé faire. Et vous pensez que les 16 années-là, 14 ans de la gouvernance d'Ali Bongo Ndimba, avec le blocage des situations administratives des agents, c'est Brice Koto Oligui Nguema qui va venir payer le prix fort de tout cela. Mais à un moment donné, il faut aussi être reconnaissant des efforts qui sont consentis par les autres. L'accès aux établissements était bloqué. Vous ne pourriez pas faire un concours pour aller à l'ENA, pour aller à l'EPCA, pour aller à l'ENS. Mais n'oubliez pas que c'est Brice Koto Oligui Nguema également qui vous a permis de déflexiser, de faire en sorte que vous puissiez avoir accès pour repartir à l'école. Certains de mes collègues échoués dernier de ma classe se retrouvent à l'ENA. D'autres sont repartis dans les établissements privés. Bon, ça c'est grâce à qui? C'est grâce à Brice Koto Oligui Nguema. Bon, nous, comme on nous a identifiés, catalogués comme des empêcheurs de tourner en rond, on continue à subir. On a subi depuis le Pokroma, on a subi avec Ali, et là, c'est Brice Koto Oligui Nguema qui est au pouvoir. Nous, on continue à subir. Mais ça ne fait pas de nous des êtres extrémistes, des jusqu'au-boutistes qui vont entraîner le pays vers une ingouvernabilité. Mais pour quel intérêt? Vous voulez définitivement tuer ce pays-là? Non. Il faut mettre de l'eau dans votre moulin. Il y a des efforts qui ont été consentis. Vous également, vous devez faire des efforts. Il ne faut pas vous enliser dans une grève sauvage, dans une grève revancharde, dans une grève vindicative avec des syndicalistes mielleux que nous connaissons très bien, qui veulent profiter de la situation justement, de la sortie du syndicat de l'éducation nationale pour semer le trouble, pour créer des instruments d'un soulèvement. Et à la fin, vous allez donner raison à Xavier Ndondo que vous avez crié dessus, qui disait qu'il y a un complot en préparation. Mais on voit bien les indicateurs manichéens de presque ce complot qui se dessine chaque jour. Parce que ce jusqu'au-boutisme ne se justifie pas. Il ne se justifie pas. Parce que quand on arrive à régulariser comme ça 4000 situations administratives à moins d'une semaine, mais vous ne voyez pas que c'est un exploit? Alors qu'on n'a pas pu le faire en 14 ans ou en 42 ans. Non, à un moment donné, il faut arrêter.
Il faut arrêter. On veut bien être d'accord avec votre grève qui est légitime, mais il faut laisser le temps également à ceux-là qui ont été choisis au sein de leur architecture gouvernementale de faire leurs preuves. Il faut leur laisser faire leurs preuves. Et je vois même des gens dire oh non, ce que les enseignants ne veulent pas, c'est Caméléon Toutou. Mais où est le lien avec la grève? Où est le lien avec la grève? C'est celui qui a le pouvoir de nomination, qui a le pouvoir également de démettre. Caméléon Toutou, il a été choisi par le chef d'État et qu'il a maintenu à son poste en qualité de ministre d'État. Mais ce n'est pas Caméléon Toutou qui est le mal du secteur éducatif. Ce n'est pas Caméléon Toutou. Ce n'est pas Caméléon Toutou qui a bloqué toutes ces situations administratives des agents publics. Ce n'est pas Caméléon Toutou qui a bloqué les rappels sur sol, les avancements automatiques et autres. À l'époque de Raymond Donsima, il avait engagé la même procédure de régularisation des situations administratives des agents publics. À l'époque de Yegeno, c'était le même scénario, mais le seul qui s'est en sorti dans cette opération, c'est Raymond Donsima, qui a réussi à payer la première tranche des rappels sur sol. Et après, les mêmes courtisans intrigants qui veulent être le seul pour manger l'argent du pays, ils ont saboté l'action et on a chassé Donsima. Mais c'est Caméléon qui paye les rappels sur sol. C'est Caméléon qui régularise les situations administratives des agents. Mais même si vous êtes contre la personne, mais il ne faut pas haïr une personne à tort, alors que vous connaissez très bien les facteurs bloquants, vous savez très bien les auteurs de tous ces blocages. Et Jean-Valentin Yama vient nous dire, non, le président a dit que le Gabon a beaucoup d'argent, il ne faut pas que les enseignants fléchissent, ils doivent aller jusqu'au bout. Mais Jean-Rémy Yama, j'ai dit même Jean-Rémy, Valentin Yama, tu es quand même un député, et tu es un intellectuel, tu es un brillant professeur de l'université, même si tu es retraité. Ce n'est pas toi qui peux avoir un tel raisonnement. Parce que quoi, le président aurait oui dit pendant la campagne, mais c'était la période de campagne, c'était le forêt. Vous pensez très sincèrement que lorsque le Brice Koto Nguema était en train de dire que le Gabon a beaucoup d'argent et qu'il n'a pas besoin de réduire justement nos institutions, vous pensez très sincèrement que et tout ce qu'il disait là, ça venait du fond de son cœur? Vous ne voyez pas comment le pays est en difficulté? Oui, vous rentrez aussi dans ce jeu-là pour dire que le Gabon a beaucoup d'argent, qu'on peut régler tous les problèmes. C'est la manipulation. Quels tous les problèmes que vous pouvez régler? Vous allez régler les problèmes là avec quoi? Avec quelle économie? Vous êtes des blagues. Vous pensez que l'économie c'est comme la politique où vous pouvez mentir. Vous êtes rattrapé. Vous êtes rattrapé par les variables économiques. Vous êtes rattrapé. On est en voie. Puisque de SOS éducation, vous aurez SOS ministère de l'Intérieur, c'est passé déjà. SOS santé, c'est déjà passé. D'ailleurs, le ministre de la Santé est déjà dans le beau drap. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Si on vous a caché, moi je vous le dis. Le ministre de la Santé est dans le beau drap. Il est dans le beau drap. Donc, ses amis qui avaient demandé au président de reconduire le ministre de la Santé, eh bien, ils sont mal barrés. Voilà. Lui également, il risque de se retrouver avec une déchéance de son humilité et se retrouver en prison. S'il a même la malchance, aujourd'hui, l'humilité ne vous garantit plus la sécurité. Donc, il peut même se retrouver en prison avec son humilité, avec son écharpe de député. Parce que vous avez cru que la 5e République, c'était la rigolade, que vous pourriez venir faire tout ce que vous voulez. Vous allez apprendre qui est Brice Koto Nguema. Autant que vous êtes là, chacun à son tour chez le coiffeur. Donc, dites à mes amis qui méditent chaque jour sur l'arrestation de David Berakouma que le temps n'est pas encore arrivé. Certainement que vous aurez à jouir du plaisir de mon arrestation, mais pour le moment, lui-même le prince du pays n'a pas encore décidé de mon arrestation. Donc, laissez les gens spéculer comme ils veulent bien spéculer. Cela n'engage qu'eux. Donc, Excellence, Monsieur le Président Abik, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président Abik, je vous exhorte de faire œuvre utile, d'appeler l'ensemble des leaders syndicaux. Appeler l'ensemble des leaders syndicaux. Voilà, de tous les ministères. Et
organiser une rencontre avec l'ensemble de ces leaders syndicaux pour que les élections soient rapidement faites, pour que les bureaux de ces syndicats puissent être légitimés par la base. Et seuls ces bureaux de syndicats légitimés par la base pourront prendre part à des consultations parce que le pays est en train de sombrer. Et on ne peut pas continuer à faire du syndicalisme sauvage, de faire du syndicalisme revendicatif, alors que le pays a besoin d'un véritable syndicalisme restructuré, adapté à la situation politique, économique et sociale de notre pays. Donc je vous exhorte de le faire avec diligence, que chaque ministère organise des élections et des élections qui vont être suivies par un représentant du gouvernement, un représentant de la puissance publique, pour que les leaders syndicaux arrivent à avoir la légitimité qui doit être la leur, pour éviter que l'action syndicale puisse être mélangée avec les actions politiques et que quelques brebis égarées, quelques conspirateurs, déstabilisateurs puissent profiter de la situation de revendication des agents publics, particulièrement ceux du secteur de l'éducation, pour pouvoir assouvir leur libido, leur espèce de bestialité. Le Gabon est un arbre de paix. Il vaut mieux pour nous manger notre crouton de pain sec, servi avec amour dans un climat de paix, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'ingouvernabilité ou bien dans un climat de déstabilisation. Donc, le syndicat de l'éducation nationale, que ce soit SOS Éducation, que ce soit ceux-là qui viennent de se mettre en ouvrage, n'ont aucune légitimité. Et tous ces gens-là n'ont pas le pouvoir de parler au nom de leur corporation. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de renouvellement justement des bureaux syndicaux. Et nous sommes dans la construction d'une nouvelle république. Nous devons respecter les règles. La société civile, avec les syndicats, ont bel et bien été reconnus à travers notre loi fondamentale, mais il faut que l'exercice de l'action syndicale puisse être codifié et que les uns et les autres puissions respecter les règles de l'action syndicale. Le syndicat n'est pas là pour créer des confrontations et des affrontements inutiles avec le gouvernement. Le syndicat est un partenaire au développement, un accompagnateur également des politiques publiques. Et le syndicat doit faire œuvre utile de préserver, protéger le travailleur, protéger son salaire, protéger également sa carrière. Et non pas exposer toutes ces personnes-là, parce que lorsque le gouvernement va passer à la vitesse supérieure et que les salaires de ces gens-là soient coupés et que certains soient jetés en prison, on ne verra plus ces gens-là. Vous allez vous cacher, vous allez fuir. Voilà, depuis qu'on a arrêté Bomengom là, il n'y a pas une seule personne qui allait donner une graine de riz à sa famille. Il n'y a pas une seule personne qui allait chercher dans quel commissariat, dans quelle unité de police où il puisse se trouver. Donc arrêtez de profiter des situations des autres, des situations de paupérisation des individus pour que vous continuez justement à manipuler l'opinion parce que quoi, vous cherchez à tout prix à vous embaucher, vous cherchez à avoir des postes honorifiques et nominatifs et qui d'ailleurs ne vous serviront à rien. Donc tout ce que vous faites là, c'est cadeau, les amis. On n'est pas sur terre pour gagner de l'argent. On n'est pas sur terre pour faire ce que vous êtes en train de faire là. On est sur terre pour sauver notre âme. Parce que nous devons repartir là-haut, dans les cieux. C'est là-bas où il y a notre demeure. Mais si vous suivez ces gens-là, parce que eux, ce sont des terriens. Ce sont des terriens, ils vont rester sur terre. Quand la Bible dit que tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais vous n'êtes pas la poussière. Vous devez repartir au ciel, les amis. Ne vous mettez pas avec ces gens-là. Sortez de là. Sortez de là. Je vous ai dit que la 5e République, là, elle sera violente. Elle sera brutale. Ne vous faites pas prendre. Vous avez des familles à nourrir. Vous avez votre carrière à poursuivre. Contentez-vous du peu qu'on vous donne là. Il y a déjà 4000 situations administratives régularisées. C'est déjà un effort indéniable de la part du gouvernement. Ne faites pas en sorte que même cet effort-là puisse être
rejeter ou bien que cet effort-là puisse encore susciter des interrogations. Si vous n'êtes pas dans la situation de régulation de 4 000, mais les 4 000 là, ce sont vos collègues. Ils ont déjà gagné. Et attendez la fin du mois. La fin du mois, elle est proche pour vérifier si c'est avec effet solde. Mais pourquoi vous vous entêtez à créer toute cette anarchie, tout ce désordre? Lorsque ces enfants-là vont sortir des maisons, parce qu'essoufflés par la galère, essoufflés par l'oisiveté, et qu'ils vont aller dans la rue, et qu'un militaire zélé également, ou bien un militaire infiltré, ou bien un civil infiltré, va mettre une balle dans la tête de quelqu'un, et qu'on va dire que une ou deux personnes sont mortes, c'est vous qui allez assumer ce qui va se passer. On a vu avec les casseroles, rien que les casseroles, taper les casseroles, on s'est retrouvé avec 2 morts. Mais les amis, mais vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer? Arrêtez. Hein? Vous n'allez pas gaspiller un si beau pays et qui est considéré par les autres comme